Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre Ombre et Lumière. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner et aussi à liker ma vidéo pour me soutenir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme vraiment inspirante et extrêmement courageuse. Son histoire m'a tellement touché parce qu'elle a vécu, mais aussi par sa force de caractère. C'est un modèle pour tous. Avant de raconter son histoire, je vais vous la présenter. C'est l'histoire d'Alison Botta. Alison, elle est née à Port Elizabeth, une grande ville côtière en Afrique du Sud, dans la province de Cap-Oriental. Elle est née le 22 septembre 1967. Elle a été déléguée de classe au lycée pour les filles au Collegial High School de Port Elizabeth. Après ses études secondaires, elle a passé 1 an à l'ancien Institut de technologie de Port Elizabeth, puis après ça, elle a commencé à travailler. À 21 ans, elle a décidé de partir voyager pendant 4 ans. Quand elle est revenue à Port Elizabeth, elle a travaillé comme courtière en assurance jusqu'à sa nuit fatidique. Pour continuer dans la présentation, je vais vous présenter les 2 criminels de l'histoire pour vous mettre plus dans le sujet. En premier, il y a France Dutoit. Il serait né dans les années 80, mais j'ai pas la date précise. Il serait né justement d'un viol, donc on connaît pas le père biologique. Il a grandi à Jeffreys Base, à environ 70 km de Port Elizabeth. Il a été élevé par sa mère célibataire, naturellement. Ses 10 premières années de vie ont été terribles. Sa mère avait plusieurs relations, et certains d'entre eux abusaient d'elle. Malheureusement, Franz a été témoin des humiliations, des agressions sexuelles et des sévices physiques que sa mère a subis avec certains de ses partenaires. Il est arrivé qu'il soit blessé en essayant de se mettre entre sa mère et le conjoint. Sa mère a fini par se remarier. Son beau-père l'a adopté et il y avait une demi-sœur plus jeune. Cette dernière a fini par affirmer, vraiment plus vieille, qu'elle avait été violée par Franz. À partir de ce moment-là, ils étaient comme pauvres, oui, mais le beau-père était vraiment gentil, puis il essayait de lui inculquer des bonnes valeurs chrétiennes. Il était aussi gentil avec sa mère. Malheureusement, il est décédé en 2004 et Franz était tellement proche de lui que ça l'a vraiment perturbé. Sa pauvreté l'amenait à se sentir vraiment inférieur. Il a abandonné l'école, il a abandonné la communauté, puis il a commencé à se rapprocher des gangs et naturellement de la drogue. Il y a aussi Tess Krieger. J'ai pas non plus sa date de naissance, mais c'est dans les années 80 lui aussi, comme Dutoit. Krieger, il a grandi dans une famille qui déménageait vraiment souvent à cause du travail du père, qui était dans le secteur forestier. Dès son plus jeune âge, il présentait des troubles de comportement et il avait reçu un diagnostic de troubles de la personnalité limite et troubles de la personnalité antisociale. Il avait également subi des violences émotionnelles, physiques et sexuelles, ainsi que de la négligence. Il a quitté l'école en classe de seconde en 1993, avant de rejoindre la South African National Defence Force. Il s'est blessé au pied par balle lorsqu'il travaillait pour une société de sécurité. Kruger avait par la suite trouvé un emploi comme assistant de contremaître dans une saline. Il a fini par démissionner quand on lui a ordonné de nettoyer les dégâts qu'un collègue avait causés en se tirant une balle dans la tête. Il a été vraiment marqué par cet événement-là. Bon, maintenant, passons à la journée fatidique, justement. La malheureuse histoire qu'a vécue Alison le 18 décembre 1994. À ce moment-là, elle avait 27 ans. Elle et quelques-unes de ses amies avaient décidé d'aller passer la journée à la plage. C'était une belle journée, ils se sont bien amusés. Et à la fin de la journée, Alison leur a proposé de venir manger chez elle de la pizza, jouer à des jeux. Alors les filles ont accepté. Vers la fin de la soirée, les filles quittaient progressivement et à la fin, il en restait juste une. Donc Alison a décidé d'aller la reconduire parce qu'elle avait pas de voiture. Et Alison, elle est revenue chez elle vers 1h du matin. Elle s'est garée devant chez elle. Elle s'est penchée vers le siège du passager pour prendre un sac qu'elle voulait rentrer avec elle. Mais soudain, elle a senti une bouffée de chaleur derrière elle. Un homme
avec un couteau, s'est approché d'elle pour lui ordonner en la menaçant de la tuer et qu'elle devait passer sur le siège du passager de sa propre voiture. Il était question de du toit. Il a pris le volant et l'a conduit pour aller récupérer Kruger, son complice, avant de l'emmener dans les buissons dans une zone reculée de la ville près du campus sud de l'Université métropolitaine Nelson Mandela. Elle a été agressée sexuellement à plusieurs reprises par les deux garçons. Ils ont essayé de l'étouffer sans succès, ce qui les a mis en colère. Ils ont sauvagement poignardé à plus de 30 reprises tellement qu'elle était éviscérée, mais du toit a vu une de ses jambes bouger, alors il a tenté de lui trancher la gorge à 16 reprises. Il était vraiment en colère. Par la suite, les deux hommes se sont reculés. L'un d'eux a demandé à l'autre s'il croyait qu'elle était morte, et le premier a répondu « Personne ne peut survivre à ça ». Ils sont partis en pensant qu'elle était morte, mais ce qu'ils savaient pas, c'est qu'Allison avait tout entendu et elle n'était pas morte. Mais il essayait de ne pas bouger pour qu'il pense qu'elle était morte. Elle a attendu quand même un certain moment pour être certaine qu'il soit parti. Quand elle a ouvert les yeux, elle voyait des lumières de la route qui étaient pas si loin. Malgré le fait que ses intestins étaient exposés à cause de l'attaque, sa tête partait un petit peu vers l'arrière à cause qu'ils ont voulu lui trancher la gorge. Elle n'a pas abandonné. Elle a miraculeusement survécu grâce au fait qu'elle a marché centimètre par centimètre avec beaucoup de douleur pour se rendre jusqu'au bord de la route. Elle devait tenir sa tête d'une main et de l'autre, elle devait tenir son ventre à cause des blessures qu'elle avait à l'intestin et à la tête. Rendue sur la route, elle s'est effondrée par terre. À ce moment-là, elle a été aperçue et secourue par un automobiliste qui passait dans le coin. Il est question de Tian Ehlers, un homme de 20 ans qui était étudiant en médecine vétérinaire. Il voyageait avec un groupe d'amis. Il roulait dans 2 voitures vu qu'il était plusieurs. Puis Tian était dans la deuxième. Ils ont décidé de s'arrêter. Puis lorsqu'il a vu le corps au milieu de la route, il pensait que c'était un délit de fuite, qu'elle s'était fait frapper, puis que la personne était partie. Mais en s'approchant, il a immédiatement compris que c'était pas un accident de la route. Allison était couchée sur le dos, elle haletait, elle faisait des gargouillis étranges à cause de sa gorge qui avait été coupée. Elle avait une main sur le ventre pour maintenir sa blessure. Tian, il s'est penché, puis il s'est dépêché d'enlever sa chemise il a demandé à ses amis justement ceux qui pouvaient leur en donner une pour essayer de tenter d'arrêter l'hémorragie et aussi couvrir le corps nu d'Allison pour lui permettre de se réchauffer. Vu qu'il voulait pas la déplacer à cause des blessures pour pas les aggraver, ils se sont dépêchés à appeler le secours et Tian est resté à côté d'elle tout le long en essayant d'empêcher les blessures de saigner plus. Tian se souvient que cette nuit-là, il y avait une grève au niveau des ambulanciers, donc ce qui fait que ça a été retardé un peu. Il a tenu la main d'Allison. Il essayait de communiquer avec elle, avec une certaine pression sur sa main, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Lorsque c'était oui, elle lui faisait un petit coup, lorsque c'était non, elle en faisait 2. Il a été capable de savoir qu'elle avait été agressée sexuellement. Il a questionné aussi sur le nombre de personnes. Il posait des questions et il a su il était combien, leur physique. Elle était capable de dire ce qu'elle se souvenait. Elle avait quand même une bonne mémoire de tout ce qui était arrivé. Lorsque l'ambulance est arrivée, Tian a décidé de monter avec Allison parce qu'il était resté avec elle tout le long puis il voulait savoir ce qu'elle se passait, il se souciait d'elle. Arrivé à l'hôpital, il a été capable au moins de transmettre les informations à l'inspecteur de police Melvin Ompel de ce qu'il avait été capable de savoir grâce à Allison. Ce dernier-là, Melvin Ompel, il va être indissociable au niveau du procès qui va suivre. Après avoir reçu les informations de Tian, il a presque immédiatement su qui avait agressé Allison avec les antécédents et la description. Pendant qu'elle était à l'hôpital, Allison a pu elle aussi donner sa description un petit peu plus tard. Elle a donné vraiment une description détaillée des agresseurs, ce qui a permis de les arrêter vraiment rapidement.
Suite à toutes les informations qui ont été données par Allison et Tian, les deux hommes ont été arrêtés directement le lendemain matin. Lors de l'arrestation, il y en a un des deux qui dormait avec sa femme. Au moment de l'arrestation, Kruger et Dutoit étaient en liberté sous caution pour des accusations de viol et d'agression sexuelle sur un autre cas. En août 1995, Dutoit et Kruger ont été reconnus coupables de tentatives de meurtre, de viol et d'enlèvement. Ils ont alors été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ils ont plaidé coupables de 8 chefs d'accusation, dont enlèvement, viol et tentative de meurtre. Dutoit aurait reçu un diagnostic de psychopathe après son incarcération, tandis que Kruger a eu un diagnostic de trouble de la personnalité limite qu'on avait déjà vu précédemment. Maintenant, on peut parler de ce que Allison est devenue, parce que ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle s'en remette, mais elle est quand même devenue une femme incroyable. Elle est une auteure et conférencière motivatrice de renom. Ce serait une des premières Sud-Africaines à avoir parlé de son agression sexuelle et physique devant les gens. Elle a rapidement entrepris un voyage à travers le monde en témoignant dans plus de 35 pays. C'est une inspiration, elle a aidé d'autres survivantes à briser le silence et à raconter leur histoire. Allison a reçu plusieurs prix, dont le prix Rotarien Polaris pour son courage hors du commun. Elle a également eu le prix Femme de courage par le magazine Féminin. Elle a aussi été nommée citoyenne de l'année de Port-Elizabeth. Elle a aussi eu le prix de prestige du conseil de la part de l'Université métropolitaine Nelson Mandela. Elle a écrit un livre qui s'intitule en anglais I Have Life, Allison Journey en 1998 avec Marianne Tam qui présente son vécu après son enlèvement et le fait qu'elle n'a pas voulu être une victime. En 2016, son histoire a été présentée sous forme d'un film intitulé Allison et qui raconte son histoire. En 2023, elle a fait un événement à la Phoebe Faculty Engineering and the Built Environment. Cet événement avait pour titre « S'affirmer, votre réaction façonne votre histoire ». Après le discours d'Hilda Vember, Allison leur a raconté sa terrible histoire survenue en 1994. Allison mentionne que le plus beau cadeau dans sa vie, c'est ses 2 fils, parce que après l'agression, elle avait tellement les organes reproducteurs maganés parce que Dutoit avait l'air de s'acharner sur cette section-là qu'il pensait vraiment, les médecins, qu'elle n'aurait pas d'enfant. Mais, heureusement, elle a réussi à en avoir 2. Aujourd'hui, son histoire témoigne à la fois de la dépravation humaine puis de la force de l'esprit humain. Pour Allison, le fait de raconter son histoire, ça lui a fait du bien. Ça lui a permis de guérir intérieurement aussi. Elle veut partager les leçons qu'elle a apprises à travers ce drame. Elle considère que le bien l'emporte sur le mal. Elle véhicule aussi plusieurs messages lors de ses différentes rencontres. Par exemple, lorsque l'on se trouve dans une situation dont on n'a pas le contrôle, on est maître de notre attitude, de nos croyances et des choix que nous faisons dans cette situation. Nous sommes aussi capables de tellement de choses. Nous ne devons pas blâmer les autres parce que lorsque tu blâmes pour ce que tu ressens, tu leur donnes du pouvoir. En résumant la responsabilité de nos émotions, on reprend le contrôle de notre vie. Au niveau de la libération conditionnelle, malheureusement, en août 2017, Allison a dû s'opposer à la libération conditionnelle de Kruger. En août 2020, elle s'est aussi opposée à la libération conditionnelle de Dutoit. En juillet 2022, Ronald Lamola, le ministre de Justice et des Services correctionnels de l'époque, il a reçu une recommandation du juge Brian Mashill concernant la libération conditionnelle des 2 hommes. Malheureusement, après 28 ans de prison, le 4 juillet 2023, cette libération a été prononcée et ils sont admis dans le système de correction communautaire. Ce système les oblige à se conformer à des conditions spécifiques et à une surveillance à vie. Allison a été très surprise et cette annonce a provoqué un choc chez elle.
Elle ne connaissait pas les conditions de leur libération conditionnelle, ce qui peut être très effrayant. Elle n'a pas été non plus informée parce qu'il disait que ça prendrait du temps pour éviter que l'information se répande. Allison a été informée vraiment plus tard par courriel, par le ministère. Le message mentionnait que Dutoit allait avoir une semi-liberté qui a été accordée par le ministre de la Justice, Lamola. Il devait revenir en prison tous les soirs pendant 3 mois. Ensuite, il serait en libération conditionnelle normale. L'avocate d'Allison, Tanya Cohen, a contacté le service correctionnel pour savoir si Kruger allait avoir les mêmes conditions, vu qu'ils ont fait le crime ensemble. Puis elle a été surprise d'apprendre lorsqu'elle a téléphoné qu'il n'a pas obtenu de libération conditionnelle, puis que lui n'allait pas être libéré. Étrangement, le même jour, Tanya a pu lire un communiqué de presse qui annonçait qu'il allait lui aussi être libéré. Les 2 femmes ne connaissaient rien des conditions de leur libération conditionnelle. Tanya, elle a dit que c'était inacceptable et choquant. Pour elle, c'est une seconde victimisation, puis elle trouve que c'est anormal qu'Allison aille à vivre tout ça, puis c'est normal qu'elle soit très bouleversée. Les conditions de libération conditionnelle ne sont pas mentionnées, et ça peut prendre vraiment du temps. Le porte-parole du ministère a dit que la décision du placement en liberté conditionnelle a été confirmée et communiquée, et c'est tout ce qu'il pouvait dire pour l'instant. Il n'allait pas se justifier. Malheureusement, les 2 hommes bénéficient de la loi modifiée sur les services correctionnels. Cette loi modifiée mentionne, je la cite, « Tous les délinquants condamnés à la prison à vie entre le 1er août 1993 et le 30 septembre 2004 doivent être admissibles à la libération conditionnelle après avoir purgé une peine d'emprisonnement minimale de 12 ans et 4 mois, quelle que soit la nature de leur infraction. » C'est merveilleux. Dutoit et Kruger font malheureusement tous les 2 objets de ce profil supplémentaire, ce qui veut dire qu'ils ont été évalués à plusieurs reprises pour une libération conditionnelle. Il mentionne que les 2 hommes feront l'objet d'un suivi jusqu'à leur décès, mais ils seront quand même libres. Lors du prononcé de la sentence de la Haute Cour de Port-Elizabeth, le juge Chris Jensen avait mentionné que les 2 hommes étaient des êtres fondamentalement mauvais et qu'il les condamnait à la prison à vie, tout en recommandant qu'ils ne bénéficient vraiment jamais d'une libération conditionnelle. Il avait été très clair à ce sujet. Tian, qui a secouru Allison, mentionna justement l'argument selon lequel les 2 hommes ne devaient pas être libérés conditionnellement. Il se souvenait très bien que ça avait été mentionné à l'époque. Selon lui, Dutoit et Kruger n'ont manifesté aucun remords face aux actes brutaux qu'ils ont fait vivre à Allison. Il se rappela d'un événement entre Allison et Dutoit qui était arrivé il y a quelques années. Dutoit aurait eu accès, lorsqu'il était en prison, à une lettre écrite par Allison au ministère. Elle faisait part de ses inquiétudes face aux accès possibles aux médias sociaux et aux profils Facebook par les agresseurs. Elle a commencé à s'inquiéter quand elle a reçu un message d'une femme aux États-Unis qui disait que sa fille était en route pour l'Amérique du Sud pour épouser Dutoit. Dutoit a demandé que Allison les indemnise parce qu'elle n'aurait pas été capable d'écrire un livre s'il ne l'avait pas attaqué, donc c'est grâce à lui si elle avait cette vie. Allison n'a jamais eu la confirmation s'ils avaient eu accès aux réseaux sociaux, mais ça l'inquiétait vraiment. Tian et Allison sont devenus des amis. Il a pu la soutenir pendant tout ce drame. Suite au fait qu'il a assisté Allison tout au long de ce drame, Tian a décidé de lâcher ses études de vétérinaire pour aller faire médecine. Tian, il ne croit en aucun cas que les 2 hommes soient réhabilitables. Ce qui est inquiétant, c'est de ne pas savoir où ils vont être pendant leur liberté conditionnelle. En décembre 2024, le docteur Peter Grunwald, ministre des Services correctionnels, a annulé la libération conditionnelle de Dutoit et de Kruger. Il a pris cette décision suite à une évaluation approfondie et à la consultation d'avis juridiques. Sa principale préoccupation est la protection et la sécurité de la communauté, surtout pour les actes de violence contre les femmes et les enfants qui ont été commis.
Leur libération conditionnelle a été révoquée et ils ont été réincarcérés en février 2025. Cette histoire est avant tout un drame, mais c'est aussi celle d'une force de la nature exceptionnelle. Alison Botta nous rappelle jusqu'où une personne peut aller pour survivre. Voilà. Entre l'ombre et la lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye.